Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Murmures de Fleur de Lune, la série Alice te parle. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un temps un peu différent avec toi. Un temps plus calme, plus introspectif aussi. Un épisode qui ne va pas chercher à t'expliquer qui tu es. Parce que je pense sincèrement que personne ne peut faire ça à ta place. Mais peut-être un épisode qui peut t'aider à t'entendre un peu mieux. À entendre ce qui se passe à l'intérieur, quand on passe des années à essayer d'être compris, sans forcément réussir à se comprendre soi-même. Parce qu'il y a des personnes qui ont toujours su très tôt qui elles étaient. Et puis, il y a toutes les autres. Celles qui avancent avec un flou difficile à expliquer. Celles qui ont appris à s'adapter tellement fort qu'elles ont fini par ne plus savoir ce qui venait réellement d'elles-mêmes. Celles qui regardent parfois leur propre vie avec cette étrange sensation de décalage. Comme si quelque chose sonnait faux sans réussir à dire quoi. Et je crois que beaucoup de personnes vivent ça en silence. Pas uniquement dans les questions liées à l'orientation ou à l'identité, mais plus largement dans la relation à soi. Le fait de ne pas réussir à savoir qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je ressens réellement, qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de ce qu'on attend de moi. Parce qu'on nous apprend énormément de choses dans la vie. On nous apprend à être poli, à être performant, à entrer dans certains cadres, à répondre correctement, à faire bonne impression, à être raisonnable. Très peu de personnes nous apprennent à nous écouter intérieurement, à reconnaître ce qui est profondément nous. Et parfois, on devient tellement fort pour porter des masques sociaux qu'on finit par les confondre avec notre identité. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle doucement de ça. Du flou intérieur, des rôles qu'on apprend à jouer pour survivre, de la peur du regard des autres, du besoin de sécurité émotionnelle et de cette sensation étrange de parfois vivre loin de soi-même. Pas dans quelque chose de militant, pas dans quelque chose qui oppose, mais dans quelque chose de profondément humain. Parce qu'au fond, la plupart des êtres humains veulent simplement une chose, pouvoir exister sans avoir peur. Et peut-être que cet épisode fera écho à certaines choses en toi. Peut-être aussi qu'il t'aidera à comprendre quelqu'un que tu aimes. Dans tous les cas, prends ce qui te fait du bien et laisse le reste. Installe-toi confortablement, on va commencer ensemble. Partie 1. Quand on apprend à devenir acceptable avant de devenir soi. Quand on est enfant, on apprend très vite une chose essentielle. Ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Parfois, personne ne le dit clairement, mais on le ressent. Dans les réactions, dans les regards, dans les silences, dans les petites remarques anodines qui ne semblent rien représenter, mais qui s'impriment profondément à l'intérieur. Un enfant comprend extrêmement tôt ce qui rassure les adultes autour de lui. Et il comprend aussi ce qui dérange. Alors très souvent, il s'adapte. Parce qu'un enfant a besoin de sécurité émotionnelle. Il a besoin de sentir que le lien est stable, qu'il peut être aimé, accepté, gardé dans le groupe. Et pour beaucoup de personnes, cette adaptation devient un réflexe tellement précoce qu'elles ne réalisent même plus qu'elles sont en train de s'adapter. Elles pensent simplement « c'est moi ». Alors qu'en réalité, c'est parfois une version construite pour être acceptée. Et attention, ça ne veut pas dire que les proches étaient forcément malveillants. Parfois, pas du tout. Parfois, ce sont des familles aimantes, mais qui ont elles-mêmes grandi avec des normes très fortes, des idées sur ce qu'il fallait faire, sur ce qui était normal, sur ce qui faisait de nous une bonne personne. Et ces normes deviennent invisibles. Par exemple, un enfant peut comprendre très tôt qu'il faut être discret pour être apprécié, qu'il faut être fort pour être respecté, qu'il faut être sage pour être aimé, qu'il faut être féminin comme il faut ou masculin comme il faut. Et parfois, la personne ne se rend même pas compte qu'elle se construit autour de ses attentes. Elle devient excellente pour répondre aux besoins des autres, mais catastrophique pour entendre les siens. Et ça crée souvent une immense confusion intérieure à l'âge adulte, parce qu'un jour la personne se retrouve seule avec elle-même, et elle réalise qu'elle ne sait pas réellement qui elle est. Elle sait s'adapter, elle sait rassurer, elle sait fonctionner, mais elle ne sait plus ce qu'elle aime réellement, ce qui lui fait du bien,
ce qu'elle ressent profondément. Et ce flou-là, il est beaucoup plus fréquent qu'on ne l'imagine, surtout chez les personnes qui ont appris très tôt à devenir acceptables. Partie 2, le masque social quand survivre devient automatique. Il y a quelque chose de très particulier avec les masques sociaux. C'est qu'au début, on les construit consciemment. Et puis avec le temps, ils deviennent automatiques. Au point parfois de ne même plus savoir qu'ils existent. Beaucoup de personnes imaginent qu'un masque social, c'est forcément quelque chose d'exagéré. Quelqu'un qui fait semblant. Dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Le masque social peut ressembler à la personne toujours drôle, la personne toujours forte, celle qui ne dérange jamais, celle qui prend soin des autres, celle qui s'adapte partout, celle qui ne montre jamais ses émotions, celle qui fait tout correctement. Et souvent, plus le masque fonctionne socialement, puis il devient difficile à l'enlever. Parce qu'il apporte quelque chose de très important, de la sécurité. Quand une personne reçoit de l'amour, de l'attention, de la validation grâce à une certaine version d'elle-même, son cerveau comprend « ça, c'est sécurisé ». Alors il recommence, encore et encore, même si intérieurement quelque chose commence à s'éteindre doucement. Je crois qu'il y a énormément de personnes qui vivent cette fatigue-là sans réussir à la nommer. Cette fatigue étrange de devoir constamment gérer l'image qu'on renvoie. Le fait de surveiller sa façon de parler, sa manière d'être, ses réactions, ses vêtements, son énergie, sa voix parfois, comme si exister naturellement devenait risqué. Alors on anticipe, on ajuste, on contrôle, on devient extrêmement attentif aux réactions des autres. Et ça peut créer des adultes qui paraissent très sociables, très adaptés, très fonctionnels, mais qui intérieurement ont l'impression de ne jamais totalement respirer. Parce qu'il y a une différence énorme entre être accepté pour ce qu'on montre et se sentir accepté pour ce qu'on est. Et cette différence, elle peut créer un vide immense. Certaines personnes décrivent ça comme « j'ai l'impression de jouer un personnage ». D'autres disent « je change selon les gens » ou « je ne sais jamais quelle version de moi est la vraie » ou encore « je ne sais même plus ce que j'aime vraiment ». Ce n'est pas forcément de la manipulation. Très souvent, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Parce que quand on grandit avec l'idée consciente ou inconsciente que certaines parties de soi risquent d'être rejetées, le cerveau apprend à les cacher. Pas pour mentir, pour protéger le lien. Et parfois, ce mécanisme devient tellement intégré que même seule, la personne continue à jouer un rôle. Elle continue à performer, à contrôler, à surveiller son image, même quand personne ne regarde. Et ce qui est difficile, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point ça impacte leur santé mentale. Parce qu'un masque social permanent demande énormément d'énergie. Le cerveau reste constamment en vigilance. Il analyse les réactions, il adapte les comportements, il anticipe les risques relationnels. Et à force, le corps fatigue, l'esprit fatigue, l'émotionnel fatigue. Certaines personnes finissent même par ne plus savoir ce qu'elles ressentent réellement. Elles savent ce qu'il faudrait ressentir, ce qu'il serait logique de ressentir, ce qu'il serait acceptable de ressentir. Mais le vrai ressenti, il devient flou, comme si l'accès à soi-même était brouillé. Et parfois, ce brouillard dure des années, parce que beaucoup de personnes n'ont jamais eu un espace réellement sécurisant pour explorer qui elles étaient, sans pression, sans attente, sans jugement, sans peur. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre ça. On ne découvre pas son identité sous la menace. On ne se comprend pas profondément quand le cerveau est occupé à survivre socialement. La sécurité émotionnelle joue un rôle immense dans la construction de soi. Quand une personne se sent constamment observée, évaluée, corrigée ou en danger relationnel, elle ne peut pas explorer librement. Elle cherche surtout à éviter le sujet,
et ça change tout. Parce qu'au fond, beaucoup de personnes ne se sont pas perdues. Elles se sont adaptées tellement fort qu'elles ne s'entendent plus. Et parfois, la première étape pour se retrouver, ce n'est pas de chercher une réponse immédiate. C'est simplement de créer assez de sécurité intérieure pour commencer à écouter ce qui existe déjà. Partie 3, le flou intérieur quand on ne sait plus ce qui vient réellement de soi. Je crois qu'il y a une phrase que beaucoup de personnes portent intérieurement sans forcément se l'avouer. Une phrase très simple mais très lourde. Je ne sais pas vraiment qui je suis. Et parfois cette phrase fait peur, parce qu'on a l'impression qu'à l'âge adulte, on devrait déjà avoir trouvé, comme si tout le monde avançait avec une évidence intérieure claire, alors qu'en réalité, énormément de personnes vivent avec du flou, un flou silencieux, un flou qu'on cache souvent très bien derrière une vie qui paraît fonctionner, parce qu'on peut travailler, avoir des relations, faire rire les autres, s'occuper de sa famille, être compétent, et malgré tout se sentir profondément déconnecté de soi, comme si quelque chose ne collait jamais totalement. Certaines personnes le ressentent surtout dans les moments de calme, quand il n'y a plus de distraction, plus de travail, plus de notifications, plus de bruit, et que d'un coup, une sensation étrange apparaît. Un vide parfois, ou une confusion. Comme si la personne ne savait plus vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle ressent profondément. Et souvent, le premier réflexe est de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'en réalité, ce flou peut être une conséquence logique d'années d'adaptation. Parce que quand on passe longtemps à devenir ce qui rassure les autres, on finit parfois par perdre le contact avec ce qui nous rassure nous. Et ça peut toucher énormément de domaines du quotidien, des choses toutes simples. Ne pas réussir à choisir, changer constamment d'avis, chercher l'approbation avant de prendre une décision, observer les réactions des autres avant d'oser être soi-même. Certaines personnes disent même « je me sens différente » selon les personnes avec qui je suis. Et parfois ça crée beaucoup de culpabilité, parce qu'elles ont peur d'être fausses. Alors qu'en réalité, souvent, elles se sont tellement entraînées à s'adapter qu'elles ont du mal à rester connectées à elles-mêmes quand quelqu'un est présent. C'est comme si le radar extérieur prenait toute la place, comme si le cerveau demandait constamment « que faut-il être ici ?» avant même de demander « comment est-ce que moi je me sens ?» Et le problème, c'est qu'à force de vivre comme ça, la personne peut finir par avoir peur de son propre flou. Parce que l'incertitude est inconfortable, très inconfortable. Le cerveau aime les cases, les réponses claires, les certitudes. Alors quand quelqu'un ressent quelque chose de plus mouvant, de plus complexe, de moins linéaire, il peut avoir l'impression d'être anormal. Alors qu'en réalité, l'identité humaine est rarement aussi simple qu'on le raconte. Nous changeons, nous évoluons, nous découvrons des parts de nous à différents moments de notre vie. Et parfois, certaines personnes passent tellement de temps à survivre qu'elles n'ont jamais eu l'espace mental pour explorer réellement qui elles étaient. Parce que explorer son identité demande quelque chose de très important, du calme intérieur. Or, beaucoup de personnes vivent depuis des années dans l'hypervigilance émotionnelle, à surveiller les réactions, les attentes, les risques de rejet, les tensions possibles. Et dans cet état-là, on cherche surtout à rester en sécurité, pas à explorer profondément son monde intérieur. Je crois aussi qu'il y a quelque chose dont on parle peu. La pression de devoir se définir correctement. Comme si chaque personne devait absolument arriver avec une réponse claire, stable et définitive. Alors que certaines personnes ont besoin de temps, de beaucoup de temps. Certaines ont besoin d'essayer, d'observer, de ressentir, de se tromper parfois. Et ça aussi, ça fait partie du processus humain. Mais dans une société où tout va vite, où tout le monde semble avoir des avis très affirmés, le flou peut devenir presque honteux. Alors beaucoup de personnes cachent leurs questionnements. Elles sourient, elles répondent « ça va », elles continuent d'avancer.
pendant qu'à l'intérieur, elle se demande silencieusement « Pourquoi j'ai l'impression de ne pas réussir à me trouver ?» Et souvent, la réponse n'est pas que la personne est cassée. La réponse, c'est parfois simplement qu'elle n'a jamais eu suffisamment d'espace sécurisant pour s'écouter réellement. Parce qu'on ne peut pas entendre sa propre voix intérieure quand toute notre énergie sert à gérer le bruit extérieur. Et je crois qu'il est important de dire quelque chose aujourd'hui. Ne pas avoir toutes les réponses sur soi-même ne veut pas dire qu'on est perdu pour toujours. Parfois, ça veut simplement dire qu'on est encore en train d'apprendre à s'entendre. Partie 4, le regard des autres quand la peur du rejet brouille l'accès à soi. Il y a une peur qui influence énormément de choses dans la construction de l'identité. Une peur profondément humaine. La peur du rejet. Et cette peur-là, elle peut être extrêmement discrète, parfois même invisible de l'extérieur. Parce qu'on imagine souvent le rejet comme quelque chose de brutal, une agression, une rupture, une humiliation ouverte. Et dans la réalité, le cerveau humain réagit aussi à des choses beaucoup plus subtiles. Un regard qui change, un silence, une remarque légère, une blague répétée, une tension dans une pièce. Et certaines personnes deviennent très tôt expertes pour détecter ces variations. Surtout celles qui ont grandi dans des environnements où il fallait sentir l'ambiance pour rester en sécurité émotionnelle. Alors elles développent une immense capacité d'observation. Elles analysent les expressions, les réactions, les tons de voix. Elles anticipent, parfois même avant que les autres aient conscience eux-mêmes de ce qu'ils ressentent. Et ça peut créer des adultes extrêmement sensibles au regard extérieur. Des personnes qui réfléchissent énormément avant de parler, avant de montrer quelque chose d'elles, avant d'oser être spontanées. Parce qu'au fond, leur cerveau pose constamment la même question. Est-ce que je vais encore être acceptée si je montre cette partie-là de moi ? Et ce qui est compliqué, c'est que cette peur peut exister même dans des environnements qui semblent relativement ouverts. Parce qu'il suffit parfois d'avoir vécu quelques expériences marquantes pour que le cerveau reste prudent très longtemps. Une moquerie au collège, une remarque familiale, une sensation d'être différent. Un moment où l'on a compris qu'il valait mieux cacher certaines choses pour éviter les réactions. Et parfois, ce ne sont même pas les mots qui blessent le plus, c'est le sentiment d'être observé différemment, comme si le regard des autres changeait subtilement, comme si quelque chose devenait soudain étrange. Alors beaucoup de personnes apprennent à lisser certaines parties d'elles-mêmes, à les rendre plus discrètes, plus acceptables, moins visibles. Pas forcément parce qu'elles ont honte, mais parce qu'elles veulent éviter l'inconfort relationnel, éviter la tension, éviter le risque. Et je crois qu'il y a énormément de fatigue là-dedans, parce qu'à force de surveiller l'image qu'on renvoie, on finit parfois par vivre en permanence dans l'anticipation émotionnelle. Certaines personnes vont préparer leurs phrases mentalement avant de parler. D'autres vont adapter leur personnalité selon les groupes. Certaines vont minimiser ce qu'elles ressentent. D'autres vont devenir très discrètes sur leur vie intérieure. Et souvent, l'entourage ne voit rien. Parce que beaucoup de personnes qui vivent cette hyperadaptation paraissent très normales, très sociables parfois même. Mais intérieurement, elles peuvent ressentir une immense solitude. La solitude de ne pas se sentir complètement vue, complètement comprise, complètement libre. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Quand une personne a peur du rejet, elle ne cherche pas forcément à être admirée. Très souvent, elle cherche simplement à ne pas perdre le lien, à ne pas créer de distance, à ne pas devenir celle qu'on regarde différemment. Parce que pour le cerveau humain, l'appartenance est essentielle. Nous sommes des êtres sociaux. Le sentiment d'être exclu ou jugé peut être vécu comme une véritable menace émotionnelle. Et parfois, la personne finit tellement par prioriser la sécurité relationnelle qu'elle s'éloigne progressivement d'elle-même. Pas volontairement, progressivement, presque silencieusement.
comme quelqu'un qui baisse doucement le volume de sa propre voix intérieure, pour entendre surtout ce que les autres attendent. Et ce mécanisme peut créer beaucoup de confusion, parce qu'à force de chercher à éviter le rejet, la personne peut finir par ne plus savoir ce qu'elle aurait choisi librement. Ce qu'elle aime réellement, ce qu'elle ressent profondément, ce qu'elle veut vraiment. Et parfois, ça peut même donner l'impression étrange d'être spectateur de sa propre vie. Comme si l'on jouait un rôle dans une histoire écrite par des attentes extérieures. Alors évidemment, tout le monde ne vit pas ça avec la même intensité. Mais je pense qu'une immense partie des êtres humains connaît, à différents niveaux, cette peur du regard. Cette peur d'être trop différent, trop sensible, trop intense, trop compliqué. Et souvent, la guérison ne commence pas par une grande révélation spectaculaire. Elle commence parfois dans quelque chose de beaucoup plus simple. Un endroit, une relation, une conversation. Ou pour la première fois depuis longtemps, le corps comprend « Je n'ai peut-être pas besoin de me cacher ici ». Et ça change énormément de choses. Parce que la sécurité émotionnelle permet peu à peu au cerveau de relâcher l'hypervigilance. Et quand cette vigilance diminue, la personne peut enfin commencer à entendre des choses qu'elle couvrait depuis des années. Pas forcément des réponses immédiates, mais des ressentis, des intuitions, des envies, des parts d'elle-même. Et parfois, c'est comme retrouver doucement une voix intérieure qu'on croyait perdue. Partie 5. Pourquoi certaines personnes mettent des années à se comprendre? Je crois qu'il y a une immense pression autour de l'idée de se trouver. Comme si comprendre qui l'on est devait arriver tôt, rapidement et naturellement. Comme si les autres semblaient tous avancer avec une évidence intérieure claire. Alors que dans la réalité, beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à essayer de se comprendre. Et parfois, elles culpabilisent énormément pour ça. Parce qu'elles se disent « Pourquoi moi, je suis encore dans le flou ? Pourquoi ça paraît si compliqué ? Pourquoi j'ai l'impression de découvrir des choses sur moi si tard ?» Mais souvent, la question n'est pas « Pourquoi c'est si long ?» La vraie question serait plutôt « À quel moment cette personne a-t-elle réellement eu l'espace pour s'écouter ?» Parce que beaucoup d'êtres humains vivent longtemps en mode survie émotionnelle. Ils gèrent les attentes familiales, la peur du regard, la pression sociale, le besoin d'être accepté, les responsabilités, les blessures émotionnelles. Et dans cet état-là, l'énergie psychique sert surtout à tenir debout, pas forcément à explorer profondément son identité. Je crois aussi qu'il y a un immense malentendu sur ce qu'est réellement la construction de soi. On imagine parfois que c'est une sorte de révélation soudaine, un moment où tout devient clair, alors que très souvent c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus nuancé et parfois même inconfortable. Parce que se comprendre demande souvent de déconstruire énormément de choses, des habitudes, des réflexes, des croyances sur soi-même, parfois même des rôles entiers construits depuis l'enfance. Et ça peut être vertigineux. Certaines personnes réalisent à 30 ans qu'elles ont toujours vécu en fonction de ce qu'on attendait d'elles. D'autres découvrent très tard qu'elles ne savent même pas ce qu'elles aiment réellement, parce qu'elles ont toujours choisi ce qui semblait logique, raisonnable ou acceptable. Et parfois, quand elles commencent enfin à s'écouter, elles ressentent quelque chose de très étrange, comme un mélange de soulagement et de peur. Le soulagement de sentir qu'il existe enfin quelque chose de plus vrai à l'intérieur, mais aussi la peur de ce que ça pourrait changer. Parce que quand on commence à se reconnecter à soi-même, certaines choses deviennent plus difficiles à ignorer. Les inconforts, les décalages, les besoins émotionnels, les envies longtemps étouffées. Et ça peut faire peur. Très peur parfois. Parce qu'on sait inconsciemment qu'en changeant sa relation à soi, certaines relations autour peuvent aussi évoluer. Certaines dynamiques peuvent devenir inconfortables. Parce que les systèmes relationnels aiment souvent la stabilité. Même quand cette stabilité repose sur l'effacement de soi.
Je pense aussi qu'il est important de dire quelque chose de rassurant. Le fait d'avoir été perdu longtemps ne veut pas dire qu'on est incapable de se trouver. Et le fait de découvrir certaines choses tard ne les rend pas moins légitimes. Il n'existe pas d'âge parfait pour commencer à se comprendre. Certaines personnes le font très jeunes. D'autres après une séparation, après un burn-out, après une thérapie, après une rencontre, après un épuisement. Parfois même après des années à simplement fonctionner. Et souvent, les personnes qui ont dû beaucoup s'adapter mettent plus de temps à entendre leurs besoins réels. Parce qu'elles ont appris à écouter le monde avant de s'écouter elles-mêmes. Et ça demande du temps de réapprendre l'inverse. Du temps pour ressentir sans immédiatement se juger. Observer sans paniquer. Explorer sans avoir besoin de réponses immédiates. Parce qu'on vit dans une société qui valorise énormément les certitudes. Les personnes sûres d'elles-mêmes, les opinions affirmées, les identités très claires. Mais la réalité humaine est parfois beaucoup plus mouvante que ça. Certaines personnes ont besoin de traverser différentes étapes avant de comprendre ce qui leur correspond réellement. Et ce n'est pas un échec, ce n'est pas un retard, c'est simplement un chemin humain. Et je crois qu'il y a encore quelque chose d'essentiel. Se comprendre ne veut pas forcément dire tout définir parfaitement. Parfois, se comprendre commence simplement par arrêter de se forcer à rentrer dans quelque chose qui ne nous correspond pas. Par arrêter de lutter contre certains ressentis. Par accepter le fait que certaines réponses prennent du temps. Et ça demande énormément de douceur envers soi-même. Parce qu'on ne retrouve pas son identité en se violentant intérieurement. On ne se reconnecte pas à soi dans la peur permanente d'être pas assez clair, pas assez cohérent ou pas assez sûr. Très souvent, on commence à se retrouver dans des espaces où l'on peut enfin respirer émotionnellement, où l'on sent qu'on n'a pas besoin de performer, pas besoin de convaincre, pas besoin de justifier chaque ressenti, simplement exister. Et parfois, c'est dans ces espaces-là que le brouillard commence doucement à se lever. Partie 6. La sécurité émotionnelle, ce qui permet enfin d'entendre sa propre voix intérieure. Je crois qu'on sous-estime énormément l'impact de la sécurité émotionnelle sur la construction de soi. Parce qu'on parle souvent d'identité comme si c'était uniquement quelque chose d'intérieur. Comme si le fait de se comprendre dépendait seulement de réflexions personnelles. Mais en réalité, le cerveau humain se construit énormément dans la relation, dans les environnements, dans les réactions des autres, dans la sensation de sécurité ou d'insécurité. Et ça change tout. Parce qu'une personne qui se sent constamment en danger émotionnel ne peut pas explorer librement qui elle est. Son cerveau est occupé à survivre, à analyser, à anticiper, à éviter les risques relationnels. Alors que lorsqu'un être humain se sent réellement en sécurité, quelque chose change profondément. Le système nerveux ralentit, l'hypervigilance diminue, le corps relâche un peu la tension. Et c'est souvent à ce moment-là que des choses longtemps enfouies commencent à remonter doucement. Pas forcément de manière spectaculaire, parfois c'est très subtil. Une sensation de soulagement, une émotion inattendue, une pensée qui apparaît enfin clairement, une impression de cohérence intérieure. Comme si certaines parties de soi attendaient simplement d'avoir assez de sécurité pour exister. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui n'ont jamais réellement connu cette sensation. Cette sensation de pouvoir être présente sans devoir constamment surveiller leur image, sans devoir gérer les réactions, sans devoir se protéger en permanence. Et souvent, elles ne réalisent même pas à quel point leur corps est tendu, parce qu'elles vivent comme ça depuis si longtemps que cette vigilance semble normale. Certaines personnes s'excusent tout le temps. D'autres réfléchissent pendant des heures avant d'envoyer un message. Certaines analysent chaque conversation après coup. D'autres ressentent une angoisse énorme dès qu'elles ont l'impression d'avoir été bizarres, trop ou pas comme il faut. Et beaucoup de ces réactions viennent d'un système nerveux qui a appris très tôt à surveiller le lien, à surveiller les risques de rejet. Alors forcément, quand quelqu'un vit dans cet état intérieur, se connecter profondément à soi devient extrêmement difficile, parce qu'il n'y a pas assez d'espace mental, pas assez de calme émotionnel. C'est un peu comme essayer d'entendre une musique très douce dans une pièce remplie de bruit. La voix intérieure existe toujours, mais elle est couverte.
couverte par la peur, par l'anticipation, par les attentes extérieures. Et je crois qu'il y a quelque chose de profondément important dans les espaces sécurisants, qu'ils soient thérapeutiques, amicaux, amoureux ou simplement humains. Un véritable espace sécurisant ne cherche pas à imposer une identité à quelqu'un. Il ne force pas, il ne pousse pas, il ne décide pas à la place de la personne. Il crée simplement assez de sécurité pour qu'elle puisse entendre ce qui est déjà là. Et ça fait une immense différence. Parce qu'il y a une grande différence entre dire à quelqu'un qui il est et lui permettre d'explorer librement ce qu'il ressent. Je crois que beaucoup de personnes n'ont pas besoin qu'on leur impose des réponses. Elles ont surtout besoin d'endroits où elles peuvent réfléchir sans peur, ressentir sans être jugées, questionner sans être ridiculisées, changer d'avis sans être humiliées. Et malheureusement, dans beaucoup d'environnements, le doute est mal accueilli, le flou fait peur. Les questionnements dérangent parfois. Alors certaines personnes apprennent à tout garder à l'intérieur, à faire semblant d'aller bien, à sourire, pendant qu'elles vivent intérieurement énormément de confusion. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup de personnes finissent par croire que leur souffrance vient du fait qu'elles ne savent pas. Alors qu'en réalité, une grande partie de leur souffrance vient parfois du fait qu'elles ne se sentent pas suffisamment en sécurité pour explorer. Parce qu'il y a une différence énorme entre ne pas savoir et ne pas avoir le droit émotionnel de chercher. Et je pense que beaucoup de personnes ont grandi avec cette sensation implicite que certains questionnements étaient dangereux. Dangereux pour le lien, dangereux pour l'image familiale, dangereux pour l'appartenance. Alors elles ont appris à se couper d'elles-mêmes. Pas volontairement, pour se protéger. Et parfois la reconstruction commence très doucement. Pas avec une révélation spectaculaire, mais avec de petites expériences de sécurité. Une conversation où on ne se sent pas jugé. Un endroit où l'on peut parler librement. Une personne qui écoute réellement sans essayer de corriger. Et peu à peu, le cerveau commence à comprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que je peux exister sans me cacher autant. Et cette phrase-là, elle peut changer énormément de choses. Parce qu'à partir du moment où l'être humain se sent suffisamment en sécurité, il peut enfin commencer à explorer qui il est, sans avoir l'impression de risquer de perdre l'amour, le lien ou sa place. Et je crois sincèrement que beaucoup de personnes ne cherchent pas à être extraordinaires. Elles cherchent simplement un endroit où elles peuvent respirer intérieurement, un endroit où elles n'ont pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour mériter d'exister. Et si se comprendre était déjà un chemin et pas une destination parfaite? Je crois qu'on passe beaucoup de temps dans nos vies à penser qu'on devrait déjà savoir. Savoir qui l'on est, savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on ressent, savoir où est notre place. Comme si l'identité devait être quelque chose de fixe, de parfaitement clair, de parfaitement stable, alors que l'être humain est profondément vivant et parfois contradictoire aussi. Nous changeons, nous évoluons, nous découvrons certaines parties de nous à différents moments de notre vie. Et ce n'est pas forcément un problème. Je crois même que beaucoup de souffrance vient du fait qu'on essaie de rentrer de force dans quelque chose de trop rigide. Quelque chose qui rassure les autres, mais qui ne nous ressemble plus réellement. Et peut-être que certaines personnes qui écoutent cet épisode ce soir ont passé des années à essayer d'être comme il faut, à essayer d'être suffisamment normale, raisonnable, adaptée, discrète, acceptable. Peut-être aussi que certaines ont tellement appris à observer les autres qu'elles ont oublié de s'écouter elles-mêmes. Et si c'est ton cas, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Le fait d'être dans le flou ne fait pas de toi une personne cassée. Le fait d'avoir besoin de temps ne fait pas de toi une personne en retard. Le fait de ne pas avoir toutes les réponses ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Parfois, ça veut simplement dire que tu es encore en train d'apprendre à t'entendre. Je crois qu'il est aussi important de rappeler quelque chose. Tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement pour mériter du respect. Tu n'as pas besoin d'avoir une identité parfaitement définie pour avoir le droit d'exister sereinement. Et tu n'as pas besoin de correspondre à ce que les autres attendaient de toi pour avoir de la valeur. Parce qu'au fond, la construction de soi n'est pas une course. Ce n'est pas un examen à réussir. Ce n'est pas une obligation d'avoir des réponses parfaites.
c'est souvent quelque chose de beaucoup plus humain, plus lent, plus sensible. Un chemin fait de prise de conscience, de ressenti, de questionnement, d'essai, parfois, et surtout de douceur envers soi-même. Alors si cet épisode t'a parlé, j'aimerais peut-être te laisser avec une question très simple. Pas une question pour trouver immédiatement une réponse définitive, mais simplement une question à garder quelque part à l'intérieur de toi. Quand est-ce que je me sens réellement moi-même ? Pas forcément complètement, pas parfaitement, mais dans quel moment, dans quel lieu, avec quelle personne ton corps se détend un peu plus. Ta respiration devient plus naturelle. Ton esprit surveille moins. Parce que parfois, c'est là que commencent les réponses. Pas dans les grandes théories, mais dans des endroits où on n'a plus autant besoin de se protéger. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, pour ton écoute et ta présence. Et surtout, prends soin de toi avec douceur, vraiment, parce qu'on ne se retrouve pas en se brutalisant intérieurement. On se retrouve souvent dans des espaces où l'on apprend enfin qu'on a le droit d'exister sans masque permanent. Si cet épisode a résonné pour toi, tu peux le partager à quelqu'un qui en aura peut-être besoin. Et si tu ressens le besoin d'être accompagné dans ce cheminement autour de l'identité, du rapport à soi, de la sécurité émotionnelle ou du flou intérieur, tu peux retrouver mes accompagnements en sophrologie, hypnothérapie et sexothérapie sur mon site internet www.studiofleurdelune.fr. Je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode d'Alice te parle.